Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir dans ce journal, nous verrons tout d'abord comment les vétérans des essais nucléaires réagissent après la publication d'un article du Parisien expliquant qu'ils ont littéralement servi de cobayes à l'armée française. Nous nous rendrons également au parc des expositions d'Angers qui accueille depuis ce matin la 25e édition du Salon du Végétal et nous nous intéresserons en particulier aux plantes dépolluantes. Luc Vandevelde, le directeur général du bureau horticole régional qui organise ce salon, sera notre invité dans ce journal. Nous démarrons donc cette édition avec cet article publié ce matin par le Parisien qui explique en substance que l'armée française, lors de ses premiers essais atomiques au début des années 60, avait volontairement mis de côté des règles élémentaires de sécurité pour obtenir des résultats, et ce, aux dépens de la santé des jeunes appelés qui se trouvaient sur place à l'époque. La révélation de ce document, classé jusqu'alors secret défense, a suscité l'indignation parmi les vétérans de ces essais nucléaires, qu'a rencontré pour nous Olivier Molia. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Ce matin, le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, a dévoilé le contenu d'un rapport sur les essais nucléaires. Ce rapport, estampillé confidentiel défense, révèle que, je cite, « l'expérimentation gerboise verte devait permettre d'étudier les effets physiologiques et psychologiques produits sur l'homme par l'arme atomique ». Fin de citation. Cet après-midi, à Seiches-sur-le-Loir, un civil et des anciens appelés en Algérie et Polynésie, lors des essais nucléaires, se sont retrouvés. Parmi eux, Michel Verger était présent lors des essais de Renan en Algérie en 1960. Michel Verger est aujourd'hui le président de l'AVEN, l'association des vétérans des essais nucléaires. Et pour lui, cette révélation ne fait que confirmer le sentiment qu'il avait déjà, celui d'avoir utilisé des hommes comme cobayes. Un des rares fantassins, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, le dernier qu'on connaît, il est décédé il y a 5 ou 6 mois. Il avait manœuvré à pied, il a été jusqu'à 650 mètres du point zéro. Et là, c'était tellement fort en radioactivité qu'ils les ont stoppés, leur dit de rentrer quand même. Et pourquoi il avait été emmené jusqu'aussi près du point zéro? Pour tester le comportement des hommes pendant une explosion nucléaire, officiellement. Est-ce qu'on ne cherchait pas à tester autre chose, vu la protection qu'ils avaient? Bon, une combinaison en coton, comme disait l'amiral Sanguinetti. Est-ce que c'est efficace? Oh, pour le moral, oui. Pour ces vétérans, à l'époque, tout a été fait pour minimiser les choses. Dernièrement, l'État a mis en place une commission d'indemnisation des victimes en reconnaissant qu'il y avait eu des retombées radioactives. Mais le ministre de la Défense, Hervé Morin, parle de doses de radiation reçues faibles. Tous les collègues qui sont décédés maintenant, tous ont eu des cancers, quoi, tous. Et pas un cancer, plusieurs cancers. Et ce n'était pas des récidives, c'était des cancers différents à chaque fois, quoi. Alors bon, ça veut dire quand même ce que ça veut dire, quoi. À la fin de la semaine, 40 ans après l'explosion de la première bombe atomique, Michel Verger va retourner sur le lieu des essais nucléaires en Algérie. Avec d'autres vétérans, il participera à un colloque international pour continuer le combat vers la vérité et la reconnaissance. Une alerte météo a été lancée sur le département de Maine-et-Loire pour la nuit prochaine. Cette alerte concerne principalement des pluies verglaçantes qui sont attendues entre 4 et 7 heures du matin. Des perturbations sont donc possibles sur les divers réseaux de transport en commun, même si Météo France annonce un redout dans la matinée. En bref, 6 personnes d'une même famille de Longuet jumelles ont été victimes la nuit dernière d'une intoxication provoquée très vraisemblablement par une chaudière mal réglée. Les parents et les 4 enfants âgés de 5 à 9 ans ont été conduits au CHU. Intéressons-nous maintenant à la 25e édition du Salon du Végétal qui s'est ouverte ce matin au parc des expositions d'Angers. Dans les gammes de produits proposés sur les stands, vous allez voir que les horticulteurs mettent de plus en plus en avant des plantes aux vertus dépolluantes. Ces dernières répondent bien sûr à de nouveaux besoins exprimés par les consommateurs, mais il semble que cela soit bien plus qu'une simple mode. Reportage pour Angers 7 de Charlotte Blanchet et Lisa Beauval. L'orchidée absorbe les ammoniacs, par exemple, que vous utilisez dans les produits d'entretien, dans les cuisines. C'est une plante qui va très bien dans les cuisines et dans les salles de bain. C'est la NASA qui s'est intéressée en premier aux vertus assainissantes des plantes.
Depuis, l'association angevine Plantes Air Pur a pris le relais. Elle travaille avec des laboratoires qui testent et répertorient les qualités des différentes plantes dépuratrices. On pourrait dire que toutes les plantes sont des polluantes, bien évidemment, puisqu'elles absorbent le gaz carbonique, elles rejettent de l'oxygène. Mais certaines ont la particularité d'absorber des produits bien spéciaux, comme le formaldéhyde, qui est un produit cancérigène classé 2 par le ministère de la Santé. Et certains végétaux ont le pouvoir d'absorber 2, 3 ou 4 polluants différents. Les plus performants sont le ficus, le dracéna ou la marguerite d'automne. Mais on en dénombre aujourd'hui 83 différents, dont une plante produite en Anjou, l'hortensia. L'hortensia absorbe le formaldéhyde, le toluène et le xylène. En clair ? En clair, ce sont des polluants qui sont présents dans les meubles, dans les colles, dans les peintures, dans les vernis à ongles, dans tout ce qui est produits pétroliers, quoi. Les plantes vertes, c'est la santé. Ça y contribue en tout cas. Michel Barrault est horticulteur à la Poissonnière. Depuis 6 ans, il développe une gamme de plantes assainissantes, des produits qui plaisent de plus en plus à ses clients. C'est démarré, c'est pris quoi. La consommation augmente et j'espère que tous les Français bientôt auront des plantes vertes dans leur appartement pour améliorer leur qualité d'air. Il y a aujourd'hui en Maine-et-Loire 15 producteurs de plantes dépolluantes. Pour reconnaître leurs produits, il suffit de chercher le label affiché sur les étiquettes Plantes Air Pur. Luc Van de Velde, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes le directeur général du BHR, le Bureau horticole régional, qui organise ce salon du végétal. On a bien compris à travers ce reportage que les producteurs se devaient d'être réactifs par rapport aux attentes des consommateurs. Tout à fait. C'est bien le rôle du salon du végétal. C'est mettre en face producteurs et acheteurs. Le rôle du Bureau horticole, c'est de suivre les tendances également et donc de proposer aux distributeurs et aussi aux producteurs quels sont ce qui correspond mieux aux attentes des consommateurs. Alors on a bien compris qu'il y avait des préoccupations environnementales de la part des consommateurs qu'on retrouve dans différents secteurs d'activité, l'automobile, l'horticulture, j'ai découvert ça avec ce reportage. Quelles sont les autres grandes nouveautés de ce salon ou les grandes tendances que vous mettez en avant ? Alors les grandes tendances que nous mettons en avant, c'est d'abord tout ce qui est production, bien sûr dans le sens durable, ce qui correspond à ce que vous dites, mais c'est aussi rapprocher les producteurs et distributeurs pour toute la démarche économique, comment être plus compétitifs dans leur activité. Et c'est pour cela qu'on trouve tous les intrants qui permettent de produire des plantes. Alors les intrants, qu'est-ce que c'est ? On va faire un peu de pédagogie pour nos téléspectateurs qui ne sont pas obligatoirement des spécialistes. Voilà, les intrants, c'est tout ce qui contribue à faire bien pousser une plante. Ça peut être de la semence, ça peut être le terreau, ça peut être l'engrais, les produits phytosanitaires ou alors les auxiliaires naturels qui servent à lutter contre les prédateurs. Bon, alors ce salon fête cette année sa 25e édition, 25e anniversaire. Ça veut dire que, bien évidemment, au fil du temps, il est devenu un rendez-vous incontournable pour les professionnels. Voilà, c'est devenu un acteur économique. De ce fait-là, les producteurs, les distributeurs se rencontrent tous les ans, en février, pour voir toutes les tendances qu'il peut y avoir et présenter les nouveautés de produits. Alors quand on dit nouveauté, c'est tout ce qui vient de la recherche fondamentale. Et Angers, on est très riche de cela, puisqu'on a un pôle de compétitivité qui fait travailler entreprises, laboratoires de recherche et entreprises. Et c'est les résultats de leur recherche qui sont présentés aux différents acheteurs. Alors ce salon, j'allais dire qu'il est une vitrine supplémentaire du végétal en Anjou. Il y a bien évidemment tous les établissements que l'on connaît, l'Institut national d'horticulture, l'École supérieure d'agriculture. Et puis il y a Terra Botanica. Ça c'est un élément que vous allez mettre en valeur pour la filière horticole. Alors tout à fait, je dirais c'est presque l'inverse qui va se passer. Grâce à Terra Botanica, les producteurs de la filière ornementales vont pouvoir présenter leurs produits. Donc vous allez vous servir de Terra Botanica. Tout à fait, c'est pour ça que le bureau horticole et derrière lui, les producteurs ont pris des participations dans ce grand projet à thème végétal et donc de ce fait-là pouvoir donner une dynamique à la production régionale. Alors on rappelle que, et c'était l'objet d'un reportage diffusé hier soir sur notre antenne, que ce parc Terra Botanica ouvrira le 10 avril prochain. Ce salon, c'est également pour les professionnels que vous êtes un moment où on réfléchit
à l'avenir, aux prospectives. Il y a, alors je note, des tables rondes qui sont organisées. Moi, j'en ai retenu une sur la place du végétal dans la ville. Ça fait partie des réflexions que vous avez. Tout à fait. Donc nous avons organisé dans le Salon du Végétal un espace justement la plante dans la ville, avec des conférences, tables rondes, pour faire travailler donc les paysagistes qui sont utilisateurs des végétaux faits par les producteurs. Et donc ceci est en partenariat entre autres avec Plantécité, une des animations aussi du pôle de compétitivité sur ce thème-là. Alors, comme de nombreux secteurs d'activité, vous êtes confrontés à des difficultés. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à son avenir, essayer de trouver les pistes innovantes et surtout les marchés ou les secteurs qui seront porteurs dans les années qui viennent. Oui, tout à fait. C'est pour ça que nous avons donc des démarches internationales et entre autres le Salon du Végétal, cette année reçoit 12 pays, essentiellement de la communauté européenne. Et c'est effectivement en présentant, ces nouveautés qu'on va pouvoir se différencier. Et c'est en se différenciant qu'on va retrouver de la valeur ajoutée au niveau des produits dans notre région. Qui sont les concurrents principaux des horticulteurs angevins là, en ce moment? Alors, écoutez, il y a 3 grands pays qui sont donc la Hollande, l'Allemagne, la Belgique et puis, je dirais, Espagne et Italie, qui sont donc des fournisseurs de plantes pour le marché français, qui est un marché de forte consommation. Et de forte concurrence. On va terminer avec ça, Luc Van de Velde. Il y a de très jolies choses là qui sont montrées, présentées durant ce salon. Pourquoi n'ouvrez-vous pas ce salon au grand public? Alors, le salon se doit d'abord être un lieu d'efficacité. Pour éviter la frustration que les consommateurs pourraient avoir, l'année dernière, nous avions organisé en partenariat avec BG Police une manifestation au quai, donc le Grand Théâtre d'Angers, qui permettait aux citadins, au grand public, de visiter, de voir toutes ces nouveautés. Maintenant, ça va être le rôle de Terra Botanica, de présenter toutes ces nouveautés qui auront été mises au point et présentées au Salon du Végétal. Donc rendez-vous l'an prochain, ce sera pour la 26e édition de ce salon. Merci bien. En tout cas d'avoir été notre invité sur ce plateau. On connaît désormais les grandes lignes du projet de déménagement du centre anticancéreux Paul Papin, implanté à Angers depuis 1924. Ce projet a été présenté officiellement ce matin. Le centre Paul Papin va quitter ses locaux de la rue Molle et s'installera sur une zone, vous le voyez, située à l'est du centre Robert Debré, à l'intérieur du plateau hospitalier à l'horizon 2015. Les locaux actuels du centre Paul Papin devraient alors être récupérés par le service des urgences. Sur ce croquis que vous allez voir, qui est une simple étude technique, on voit l'ampleur que pourrait prendre ce bâtiment. À noter qu'Yves Dubourg, le directeur général du centre Paul Papin, qui mène ce projet, sera jeudi soir l'invité du journal d'Angers 7. C'est la fin de ce JT. On se retrouve, si vous le voulez bien, demain pour de nouvelles infos.